et grec. Il était donc inscrit dans mes gènes que j'allais être orienté vers la catégorie des rouleurs de mécanique plutôt que vers celle des rouleuses de semoule. Comme prévu, on nous a promis Félague juste après la sortie de son roman Un espoir, désespoir au pluriel. Elle est avec nous. Bienvenue et merci d'accepter notre invitation sur nos ondes. Radio Pluriel, bien sûr. C'est un grand plaisir. Vous allez bien, monsieur Félague ? Oui, ça va très bien. C'est un grand plaisir de vous retrouver après tant d'années. Eh ben, nous aussi. Alors, je lis un peu votre roman. Oui. Un espoir, désespoir. D'abord, on retrouve un peu Félague des spectacles dans ce style d'écriture. C'est vraiment formidable. Et puis, quand on lit un espoir, désespoir, et quand on fait la liaison désespoir, il y a un jeu de mots, non ? C'est ça, c'est-à-dire que désespoir, en deux mots, provoque sur le plan auditif le mot désespoir. C'est-à-dire que ça me donne une chance de jouer sur les deux sans appuyer sur l'un ni sur l'autre. Et d'ailleurs, je le conseille à tous nos amis d'aller se le procurer. Je crois qu'il coûte à peu près 7 €. Il est en vente un peu partout. Alors, l'histoire, en fait, c'est dans un bistrot boulevard Ménilmontant, à Paris. Deux hommes se croisent et discutent. Il y a, entre guillemets, c'est un personnage, et puis le jeune homme est de la deuxième génération d'immigrés algériens, bardé de diplômes, ambitieux, il projette d'aller s'installer en Algérie pour y vivre et investir. Et donc, il y a le deuxième personnage qui s'appelle Deux. Alors, racontez-nous un peu cette histoire. Alors, donc, pourquoi Ménilmontant ? Pourquoi un bistrot ? Tout simplement parce que il y a 20 ans, quand nous sommes partis, quand nous étions beaucoup à être partis d'Algérie à cause de la violence qui régnait, il y avait des artistes, des peintres, des journalistes, des médecins, des avocats, enfin tous les gens de la classe moyenne qui voulaient vivre un peu de façon moderne, ouverte sur le monde, etc., et qui étaient souvent menacés de mort, et puis des dizaines de milliers ont été assassinés, comme vous le savez. Et mon personnage, le 2, fait partie de tous ces gens-là qui sont partis, qui en arrivant à Paris ont été accueillis dans ce quartier populaire, très mélangé, très melting pot et très doux. C'est un quartier très doux. Et il y a plein de petits bistrots qui nous servaient de point de rencontre, un peu comme les immigrés anciens avaient leur café, leur bistrot qui les accueillait, où ils se retrouvaient entre gens du village, entre gens qui travaillaient dans la même usine. Et là, ce n'est plus le cas. Ce sont des intellectuels pour la plupart. Ce sont des gens qui avaient des postes importants en Algérie. Moi, j'ai connu même des gens qui étaient des PDG, qui se retrouvaient avec des jeunes plombiers dans les bistrots. Et c'était un lieu. Ces bistrots-là étaient des lieux de rencontres, de retrouvailles. On retrouvait des amis. On avait les nouvelles du pays, les nouvelles des drames qui produisaient au pays, etc. Et moi, ça fait 20 ans maintenant que je suis en France, au mois de janvier, et je voulais faire un petit parcours un peu comme ça, émotionnel, sur les 20 ans, et rendre hommage à ce quartier qui nous a tous accueillis agréablement, parce qu'à partir de là, beaucoup ont su se réinsérer. En fait, c'est un très beau quartier, on va aller se renseigner, il y a le cousin qui arrive du village, c'est un peu une gazeta d'infos, ce beau quartier, comme tu dis. Absolument, et puis on s'est redéployé à partir de ce quartier, parce qu'on a été aidé par des gens qui étaient là plus tôt que nous, parce qu'il y a beaucoup d'Algériens, beaucoup de Kabyles qui se sont installés dans ce quartier depuis très très longtemps. Vous savez que Mouloudji, lui-même, dans les années 30, il est bon chanteur d'ailleurs. Voilà, qui est là. Et donc, je voulais faire un petit bilan un petit peu sur l'espoir. Quand nous sommes partis il y a 20 ans, on se disait, bon, l'année prochaine, peut-être que la guerre va s'arrêter, on va retourner au bled, comme faisaient les ouvriers d'avant. Et dans 3 ans, peut-être que la violence va s'arrêter, on va repartir. Moi, je vais redevenir comédien au Théâtre National d'Alger, je vais faire ou dans les théâtres d'Algérie, faire ma carrière là-bas, refaire ma carrière là-bas. Chacun avait l'espoir que ça s'arrête. Et puis le temps passe, puis bon, Bouteflika est arrivé, puis il y a eu une paix
relative qui est arrivée. Et puis il y a une sorte de propagande qui disait que l'espoir était revenu, etc. au pays. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, je vais faire un bilan de l'espoir, de ce qu'il en est. Et j'en ai fait un personnage, une personne comme vous et moi, c'est-à-dire, au lieu que ce soit une idée, juste une idée abstraite, c'est plutôt une personne, pour mieux la saisir, pour mieux voir ce que c'est, pour une fois, comme ça, comme une personne qui Au fait, dans l'histoire, avec humour, bien sûr, et tendresse, raconter toutes les aventures de l'espoir depuis 50 ans d'histoire entre ombre et lumière. Absolument, tout à fait. Plus souvent entre ombre et de temps en temps il y avait un petit peu de lumière. Ouais. Et donc le jeune homme qui est né à Asnières, qui ne connaît pas le pays, qui est parti 2 ou 3 fois pour des enterrements, pour des petites vacances, il a appris à aimer son pays, le pays de son père. Il a appris à avoir il a de l'affection pour ces gens-là, mais il les a découverts un peu tard, parce qu'il est très diplômé, il sort d'une très grande école, il pouvait créer des start-up ici en France, mais l'horizon est bouché. Il commence à aimer les blédards, entre guillemets. Et donc il commence à aller dans ces cafés, et comme il a entendu dire que l'espoir était revenu au pays et qu'il pouvait aller s'installer là-bas, il avait envie d'aller aider son pays à se redéployer, etc. Et donc il dit au vieux monsieur, qui est un réfugié, le 2, et qui est en train de boire sa bière au comptoir, il lui dit excusez-moi, des amis qui vous connaissent m'ont dit que vous avez rencontré l'espoir jadis. Il y a très longtemps. L'autre lui dit et on m'a dit que maintenant il habite là-bas. Il habite toujours en Algérie. L'autre lui dit écoutez, ça fait très longtemps que je suis parti du pays. Je ne sais pas s'il y habite. Il lui dit je vous dis franchement, s'il passe à côté de moi là maintenant, je le reconnaîtrais même pas parce qu'il a dû prendre de la bedaine et puis moi-même j'ai ma vue qui baisse. Donc à partir de là, on comprend que l'espoir, il est personnalisé. Ce personnage de 2 a tellement espéré qu'il a inventé un personnage qui est vivant et qui s'appelle l'espoir. Et il lui raconte, c'est un peu son double. Et il raconte à 2, il lui dit, je l'ai rencontré 1 ou 2 fois, oui, 2 ou 3 fois, on s'est croisés. Je peux pas vous dire que je le connais vraiment. Je me souviens la première fois quand j'ai rencontré, c'était quand j'étais petit pendant la guerre d'Algérie. Et à partir de là, on voit ce personnage qui est descendu le jour de l'indépendance comme Elvis Presley dans son show global sur la planète dans les années 70. Il lui dit, on l'avait attendu, il était descendu comme Elvis Presley. C'était magnifique, c'était le bonheur. C'était comme un missile, quoi. C'est un missile, il nous a promis des choses extraordinaires, un avenir fabuleux, un avenir heureux, où on va se réaliser, on va s'émanciper, on va devenir une société moderne, ouverte sur le monde, on va être bien, etc. Et il dit, mais il commençait à avoir des petits problèmes, parce qu'il y avait des guerres de factions entre ceux qui ont mené la guerre pour la Révolution. Donc l'espoir a essayé d'éteindre les feux les feux qui naissent un peu partout, et puis petit à petit il se fait jeter, il devient il s'abrite parmi le peuple il croit en lui très 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 fort, et donc il essaie de les aider, mais il n'arrive à rien faire contre les militaires, contre les gens qui ont pris le pouvoir des civils. On croyait que c'était un pouvoir civil qui allait venir. Et justement, dans ce roman, a tout de suite mis une croix sur les folles journées de l'indépendance, parce qu'à l'époque, il y avait justement ce petit lueur d'espoir, de lumière. Et dans ce roman, de raconter un peu comment l'espoir était victime de coups tordus, bien sûr, en parlant du pouvoir en place. Et je trouve un peu le texte terrifiant quand même. Ben oui, il est terrifiant parce que l'espoir est malmené.
il est manipulé, il est arrêté, il est mis en tôle, et puis il a été exposé, exhibé au peuple pour dire exhibé, mais on sait bien que c'est faux. Et donc tous les régimes l'ont utilisé, ils l'ont pressé comme un citron, et lui-même devient un personnage abject parce que lui-même l'espoir ne croit plus en l'espoir, il ne croit plus en lui-même. Et donc il se retrouve clochardisé, il se retrouve jeté à la rue parce que le pouvoir est devenu tellement fort à un moment donné qu'il n'avait même plus besoin d'exhiber l'espoir. Donc d'ailleurs à un moment donné sous Bembella, dans le livre je dis, Bembella disait au peuple, maintenant que vous avez l'indépendance, vous n'avez plus besoin d'espoir. C'est un baratineur, etc., etc. Et donc je montre en fait un peu cet espoir-là qui est fragile, qui est manipulé par toutes les tendances, qui est tiré par le tricot de tous les côtés, qui se sont perdus. Parfois, il met du cœur pour essayer de sauver les choses, mais il n'y arrive pas. Il y a des présidents du pays qui l'ont imité pour faire croire que c'est eux l'espoir, que le type qui s'appelle l'espoir, c'est un faux. Les vrais, c'est eux. J'en entends parler par exemple de Boumedienne, etc. Et ensuite, dans les années 70, il se fait jeter, il traîne dans le bistrot, il n'avait même plus de quoi boire un verre. Et à partir de là, il devient une sorte d'escroc. Il commence à voler les pauvres après les avoir trahis. Enfin, c'est pas de sa faute, mais par la faute des régimes, des différents régimes, etc., etc. Donc, je remonte toute l'histoire de l'Algérie à travers les différents régimes et comment, à chaque fois, par quelle façon diabolique, maligne, il se fait avoir. Et comment le peuple, de plus en plus, sombre dans la déprime, dans la désillusion et ne croit plus en lui. Et vous l'avez abordé, je veux dire, vous avez abordé l'espoir d'une manière simple et même très facile, avec un style bien à la Felag, ni intellectuel, ni dogmatique. Absolument, ni dogmatique, ni insultant, ni injuriant, ni provocateur, mais je voulais que le lecteur passe en 100 pages, 110 pages, avec une écriture légère, avec de l'humour, avec de la poésie, avec des idées inattendues, avec beaucoup de fantasmes, d'imagination. Je voulais que le lecteur, en 100 pages, retraverse les 50 ans de l'Algérie, mais d'une façon émotionnelle, d'une façon comme s'il l'avait vécu en 2 heures. Voilà, c'est un concentré de toutes les émotions que nous avons subies pendant 50 ans en 2 heures de lecture d'un petit livre. Voilà. Et vous avez parlé des années 70, hein, les années 70, oui. Pour moi, hein, du moins, ça reste une période noire, même très noire, sombre de l'histoire de l'Algérie, parce que moi j'ai vécu ces années-là. Oui. On avait le droit à une éducation nationale en arabe. Hein. C'était l'époque où on a été envahi par des pseudo-professeurs venus d'Égypte. Et c'est à partir de ce moment-là que cet espoir, les promesses, l'école, il y a eu vraiment une cassure et j'en passe, quoi. Cette période-là, je pense que pèse un peu sur nous tous. C'est-à-dire que les régimes, de toute façon, les différents régimes à partir de 62 n'ont jamais, au bout d'un moment, n'ont jamais eu l'intention réelle, en dehors de la démagogie, n'ont jamais eu l'intention réelle d'installer une vraie démocratie avec des institutions politiques, des institutions administratives, des institutions culturelles qui puissent former le citoyen nouveau pour mener le pays vers une sortie du colonialisme et du temps passé, quoi, pour le mener vers l'avenir. Et je pense que ce sont les régimes de l'époque qui avaient accepté, qui avaient ramené
ces types-là, ils étaient, je crois, ils étaient 30 à 35 000 enseignants venus d'Égypte, de Syrie, et de quelques autres pays arabes. De toute façon, c'était le régime qui a voulu les prendre de là-bas. Donc, il y avait une intention malsaine d'induire une sorte d'enseignement très faussé, très conservateur, très réduit, parce que la plupart d'eux n'étaient pas des enseignants, la plupart étaient des Égyptiens effectivement d'obédience islamiste qui étaient dont Nasser voulait se débarrasser. Et donc notre école était devenue une sorte de poubelle comme on dit, de corbeille dans laquelle on jette les opposants égyptiens. Et ensuite, il y a eu des décrets sur l'arabisation généralisée. Alors, les décrets étaient des positions politiques, mais ce n'étaient pas des positions pédagogiques. C'était des décisions politiques liées à la fierté nationale et au désir de couper court à la langue française, qui aurait pu être une seconde langue ou une troisième langue avec le berbère, avec l'arabe et avec le français, qui aurait pu rester là, et chacune d'elles amenant sa dimension personnelle à la constitution d'une personnalité algérienne authentique et forte. Et d'ailleurs, à ce moment-là, ils auraient pu prendre l'arabe algérien, parce que les Algérois, par exemple, les Algériens d'avant 62 parlaient un très bon kabyle, ils parlaient un très bon arabe dialectal, que tout le monde comprenait. Et à partir du moment où on a installé l'arabe classique comme un dogme, comme une langue de colloque, etc., plus personne ne comprenait rien. Plus personne ne comprenait absolument rien. Et du coup, ça a cassé l'élan qu'il y avait jusqu'à la fin des années 60, l'élan d'un enseignement moderne ouvert sur le monde. Et bien sûr, malgré toutes ces péripéties, malgré ces coups tordus, le désespoir dans ce pays, les deux personnages quand même, à travers ce récit, restent malgré tout très attachés à cette Algérie. Ah ben oui, parce que l'Algérie c'est une maladie, hein, c'est une maladie émotionnelle. Regardez moi je rencontre des Français qui étaient des facteurs, hein, qui étaient des chefs de gare, des cafetiers, de simples ouvriers, des gens du petit peuple français d'avant 62, qui jusqu'à aujourd'hui, 52 ans après, quand ils parlent de l'Algérie, ils pleurent. Des fois, ils n'arrivent même pas à parler tellement ils sont émus, parce que ce pays, quand je dis c'est une maladie, c'est une passion. C'est un pays qui nous habite comme une maladie, qui nous habite comme quelque chose de très très puissant, de très fort, qui nous est difficile de lâcher. Nous sommes toujours pris entre le grand amour et la colère de ne pas être dans notre pays, de ne pas être parce que c'est un pays qu'on aime. Et donc ces deux personnages-là, 1 et 2, sont très très attachés, profondément attachés. 2 est un réfugié politique, mais il est dans une grande solitude. Il est tout seul dans ce bistrot. On voit bien que c'est un homme intelligent qui a dû occuper des postes importants avant de partir et qui a été obligé de tout lâcher, de tout s'arracher de tout ce qu'il aimait, de tout ce qui faisait de lui un homme utile, un homme équilibré. Et donc, il devient comme une sorte de papa d'ailleurs. Il y a un côté paternel avec le jeune homme. Il veut pas lui dire directement laisse tomber, c'est pas un pays, etc., etc. Il n'y a aucune insulte. Il lui fait, c'est le mana, quoi. C'est une parabole sur l'espoir, tout en laissant au jeune homme l'opportunité de se faire une idée par lui-même. Après, il lui donne pas de solution. Et même si ça reste une fiction, bien entendu, à partir des faits réels, mais on voit tout l'amour de l'auteur à cette Algérie. Et pourquoi il a choisi justement d'écrire au lieu de la jouer sur scène?
Ah, ça c'est parce que comme j'écris beaucoup d'histoires et comme je ne peux pas tout mettre en scène, donc j'écris comme ça des petites nouvelles, des romans, des textes. Il y a des choses que tu n'aimes pas mettre sur scène comme ça? Ça gêne ou non? Non, pas du tout, parce que c'est pas le même rapport entre un lecteur qui ouvre un livre tout seul sur son canapé et qui rentre dans une histoire dans laquelle il y a une complexité, dans laquelle il y a un développement particulier, où page après page, il rentre dans des tunnels et des digressions. Mais le métier d'acteur, d'humoriste ou d'acteur sur scène, c'est une autre écriture, c'est une autre forme d'écriture. Donc, ça pourrait être une pièce de théâtre, effectivement, ça pourrait être une pièce radiophonique, qui pourrait être jouée par des acteurs qui qui ont envie de montrer un drame ou une sorte de tragicomédie sur l'Algérie avec deux personnages dans un bistrot sur scène. Mais moi, les spectateurs attendent de moi toujours une autre écriture, une autre façon. Et quand je parle avec 800 personnes, je suis obligé d'avoir du résultat tout de suite. Et donc, il y a certains sujets où je vais plus vite, où j'invente des images plus ramassées, plus rapides, qui donnent des résultats tout de suite. Parce que je joue un personnage clownesque, etc., qui essaye voilà. C'est pas du tout la même écriture. Alors, on revient à ces années sombres. Quand, par exemple, Manouali, depuis l'assassinat de Boudiaf Rahmarbi, Matoub et tous les autres, là, des Moukbel qui ont essayé de nous éclairer un peu cette société. Depuis le départ de ces gens-là, on ne pouvait rien entreprendre dans ce beau pays. Chômage, ces derniers temps, le rapt, le suicide, et il y a même la prostitution maintenant. L'auteur de ce roman, donc vous-même, quand on lit ce récit, c'est comme si tu en veux à ce système qui a réussi à monter les uns sur les autres, qui a brisé le désir d'un peuple, je dirais, formidable. C'est un très beau peuple. Bien sûr. Ah oui, ouais. Mais moi, c'était un règlement de compte. C'est un règlement de compte émotionnel, personnel, avec ce régime qui a scié les jambes de ce peuple, qui a coupé court à nos rêves en tuant, en tout cas en empêchant les gens de se réaliser. Et cette situation-là qui a fait disparaître nos plus grandes valeurs, des gens que vous avez cités et plein d'autres, il y en a des centaines de milliers d'autres qui sont des enseignants, qui sont des profs dans des facs, qui enseignent des valeurs, qui enseignent l'espoir, justement. Et ces régimes, s'il y avait eu un vrai désir de créer une société réelle, ce qui est arrivé dans les années 90 ne serait pas arrivé. Et nous aurions eu tous ces hommes et toutes ces femmes qui ont été assassinés et bien d'autres qui seraient créés de nouveau. Tout cela dans la joie, dans le travail, dans la créativité. Et moi, j'aime ce peuple. J'aime ce pays. Je l'aime profondément. C'est un arrachement terrifiant que j'ai subi en partant de ce pays et en quittant ce peuple que j'aimais, que je rendais heureux, qui me rendait heureux, avec qui j'étais dans le travail, mais j'étais en même temps dans une sorte de symbiose avec ce peuple, ce peuple qui a l'humour, qui est d'une générosité, d'une hospitalité, d'une gentillesse absolue. Et on en a fait une grosse partie de ce peuple, on en a fait des monstres qui nous ont menés
vers la catastrophe. D'ailleurs, il y a une grande figure du théâtre, des sketchs qui viennent de nous quitter. Sans doute, vous le connaissez. Oui. Kassi Tizi Ouzou. Ah, ça remarque, ben voilà, j'ai Il tourné vient tout juste de nous quitter. Je viens de, vous venez de me l'apprendre, je ne savais même pas. Ah, ben, vraiment, je suis très touché parce que je l'ai connu, j'ai travaillé avec lui, on a beaucoup ri ensemble, et c'était un monsieur d'une très très grande, comment dire, dignité. Quand il faisait ses sketchs et dans la vie, c'était un monsieur qui était très beau d'ailleurs, c'était un très bel homme, qui faisait 1m90 presque, et qui était beau comme John Wayne, et qui était très drôle et très affectueux. Il est presque mort dans l'anonymat pendant que d'autres se soignaient à l'étranger. Bien sûr, bien sûr. Combien d'artistes, combien d'intellectuels, combien de poètes sont morts dans la misère totale. Moi, je suis révolté de tout ça. Et combien d'acteurs fabuleux qui étaient des vedettes et qui ont fini dans la misère, mais totale, hein, dans la misère totale. Mustafa Al-Anqa, je cite que cela, des gens que j'ai connus, qui étaient de merveilleux acteurs. Et la plupart, des chanteurs, des musiciens, des poètes, des écrivains qui n'arrivent pas à survivre, qui arrivent à avoir... Moi, quand je lis Tahar Djaoud, je ne peux pas retenir mes larmes, franchement. Quand je lis Tahar Djaoud, je ne peux pas retenir mes larmes parce que c'est un grand monsieur que l'Algérie ne peut pas inventer comme ça du jour au lendemain. Et puis Tahar Djaoud c'était un grand ami, on était de grands amis, et on était ensemble la semaine d'avant. Moi, quand j'ai appris sa mort, j'étais dans le désert. Je faisais une tournée théâtrale à travers les bases de la Sonatrach. Et j'étais dans la cantine et j'ai vu ça dans une petite télé en noir et blanc. C'était l'électrochoc absolu, c'était la tectonique des sols, c'était un volcan qui venait d'éclater, et c'était le premier. Et le symbole de la part de ceux qui lui ont voulu, qui l'ont assassiné, ils ont commencé par le plus sensible, le plus valeureux et le plus talentueux de nous tous. Eh bien, une fois, Bernard Ascal et sa femme, et Abdelatif Labi, que je remercie dans une de mes émissions à Paris, et c'était des amis, hein. Et si je pouvais à l'époque faire la photocopie de ce grand monsieur. Magnifique, absolument, très grand écrivain, un très grand poète, et un très grand disparu, voilà. Alors, en ce moment, Felak, vous êtes en tournée avec Petit Choc, je crois, c'est ça, de Civilisation. Oui. Vous êtes un peu partout. Je vous appelle d'ailleurs de l'Alsace. Pour caler cette interview avec vous, vous avez vu. Non, mais vraiment sympa, merci beaucoup. Bon, moi, ça me fait très plaisir. Vous avez été là depuis le début, quand je suis arrivé, bien avant d'arriver à Ménilmontant moi-même en 97. En 95, j'habitais à Grenoble. Je me suis d'abord réfugié à Grenoble. Et donc, je jouais beaucoup dans la région. J'allais souvent à Lyon, à Saint-Priest, à Bron, à Vénissieux et Lyon. Très bonne mémoire. Et je me souviens très bien que vous étiez le premier à soutenir mon travail. Mais on sera toujours là. Et vous serez toujours là. On est des amis. Bien sûr. Là où tu vas, on ira. Et mon ami. Et comment? Voilà. Alors, donc, il y a cette tournée... Cette tournée, je suis à Ilkirch Grafenstaden. C'est de l'alsacien. C'est juste à côté de Strasbourg. Hier, j'étais à Haguenau, je vais à Vesoul. Et puis, je fais une vingtaine d'autres dates d'ici le mois de mars. C'est les dernières, hein, parce que ça fait 2 ans et demi que je tourne ce spectacle. Que j'ai joué à Lyon, d'ailleurs, pendant 10 jours. Comment elle s'appelle, au Théâtre National Populaire de Villeurbanne. Voilà. Et puis j'ai joué à Saint-Priest, j'ai joué à Vénissieux, j'ai joué au tout début d'ailleurs. Et bientôt vers Valence, hein, c'est ça? Et Valence, Bourg-les-Valence, voilà. C'est dans 2 semaines, je crois. Eh ben, on arrive, hein. On arrive. Ah ben, avec plaisir. Mon ami. Alors, voilà, pour finir, voilà. Tu préfères un humour qui s'adresse
pas à une seule communauté, bien sûr, hein, où tu n'aimes pas du tout être enfermé dans ce communautarisme. Non. Ça, c'est Félac. Oui, oui. Je suis pour l'ouverture, je suis pour... je ne veux pas... Je n'aime pas la hérissinalisation. Les sociétés qui s'enferment comme des hérissons et qui deviennent piquantes. Et qui crée une sorte de schizophrénie, de paranoïa. Je préfère l'ouverture, les mélanges, le melting pot. D'ailleurs, depuis que je suis arrivé en France, pour pouvoir toucher le maximum de monde, je me suis mis à jouer en langue française pour que les différentes compositions de la société maghrébine en général me comprennent, parce que avant, quand j'étais en Algérie, quand je jouais en Kabylie, je jouais en kabyle. À Alger, je jouais dans un mélange de kabyle, d'arabe, de français, ou de l'arabe et un peu de français. Je rigole d'abord sur ton arabe. Voilà, exactement. Et quand je suis arrivé en France, je commençais à jouer, j'ai continué à jouer, vous vous en souvenez, comme je faisais en Algérie, mais petit à petit, je me suis rendu compte d'abord qu'il y a les Français, parce que nous sommes chez eux, il y a les enfants de la deuxième, troisième génération qui ne parlent plus, qui parlent très peu, ni l'arabe, ni le kabyle ni l'arabe, et qui viennent, donc il faut qu'ils comprennent. Et il y avait aussi des arabophones algériens qui comprenaient pas, et qui, quand je joue en kabyle, et quand je joue en arabe, les kabyles venus du Kabylie ne comprennent pas. Donc je me suis dit, je suis en France, je joue en français, je mets quelques mots d'arabe de temps en temps, quelques mots de kabyle de temps en temps pour donner la couleur du pays. Et ça permet de s'ouvrir à tout le monde, et ça permet aussi aux Français de nous découvrir, notre imaginaire, notre façon d'être, c'est un échange. Je parle aux Algériens, je parle aussi en français, je parle à tout le monde, et ça permet de nous connaître, ça permet de nous rendre sympathiques, de créer une empathie envers nous, et parce que la culture permet de parler de soi et d'être connu par les autres, et à ce moment-là, les autres n'ont plus peur et n'ont plus les préjugés qu'ils ont sur nous. Eh bien, voilà, mes chers amis, chers auditeurs, Félag, un espoir, désespoir, Jean-Claude Lattès, en vente un peu partout, je vous le conseille, il coûte pas cher, 7 €. Eh bien, quant à moi, mon ami, je te souhaite une très très bonne tournée, on t'attend avec grand plaisir dans la région. Salut l'ami Mohamed, et puis à bientôt pour d'autres aventures. Et à chaque fois qu'on voit que le stress vous regagne, on vous apprendra, on vous initiera à l'un des piliers de notre philosophie de vie, le mektoub. Si par exemple vous êtes en chômage depuis 2 ans, vous allez à Pôle emploi et on vous annonce que vous n'avez plus de droit aux indemnités, vous dites juste mektoub. Et ça va beaucoup mieux déjà. Le mektoub relativise les catastrophes. Allez, on va faire un petit entraînement.